L'objectif unique, c'est de faire gagner la triple transition sociale, écologique et démocratique en 2022. Ça, c'est l'objectif du projet. C'est qu'on arrive à avoir au gouvernement, à l'Élysée, quelqu'un ou quelqu'une qui est au cœur de son dispositif pour de vrai, des vraies mesures qui changent notre vie quand on parle de l'égalité, de la justice sociale, quand on parle de rester en dessous des 1,5 degré et quand on parle du pouvoir de la société. Ça, c'est l'objectif. Finalement, presque, c'est secondaire qui le porte. Ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce qu'on porte au pouvoir. Et c'est avant tout des valeurs et une politique. Samuel et Mathilde, bonjour. Bonjour. On est là pour parler aujourd'hui d'un projet que vous portez qui s'appelle la primaire populaire. Mais avant de tailler le bout de gras là-dessus, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, Samuel, et puis Mathilde, vous, et d'où vous parlez? Eh ben, moi, Samuel, j'ai 29 ans. J'ai été engagé pendant 12 ans dans deux écosystèmes. Celui de l'éducation populaire, d'abord, où j'ai cofondé un mouvement de jeunesse qui s'appelle Coexister, qui est engagé sur les questions de laïcité et de vivre ensemble. Et puis, j'ai aussi été beaucoup engagé dans l'économie sociale et solidaire. J'ai créé une boîte de l'ESS qui s'appelle Convivencia, qui accompagne des collectifs dans la gestion de la diversité et l'application du principe de laïcité. J'enseigne l'économie sociale et solidaire à Sciences Po depuis 3 ans. Et l'été dernier, j'ai quitté mes engagements d'avant pour cofonder avec Mathilde et une dizaine d'autres activistes et entrepreneurs un laboratoire de politique publique par les citoyens qui s'appelle la Rencontre des Justices. Et c'est au sein de la Rencontre des Justices, on va en reparler après, qu'on a eu l'idée de la primaire populaire sur laquelle je suis à temps plein depuis le début de l'année 2021. Moi, je suis militante pour le climat et les questions de démocratie. À la base, je viens de l'écosystème climat, surtout. J'ai été engagée dans des associations de jeunesse, notamment chez On est prêt, qui peut connaître vraiment de la vidéo de l'affaire du siècle qu'on a faite avec quelques amis. J'ai été aussi engagée côté gouvernement pendant la COP21 dans l'équipe de Laurent Fabius et de Laurence Tubiana de la France qui menait les négociations et qui a participé à la rédaction de l'accord de Paris. Et à la fin de ce processus, j'étais à la fois très fière d'avoir participé à cet accord qui était qualifié historique et en même temps assez lucide avec quelques autres amis sur le fait que ça nous mettait sur une trajectoire à 3 degrés d'augmentation quand même et à condition que les États tiennent leurs engagements. Et donc, c'est comme ça que je mets un pied dans l'écosystème démocratique, c'est qu'en regardant, en disant que finalement, maintenant, ça se joue au niveau national, et en regardant la tronche de nos démocraties, on se rend compte qu'en fait, elles ne sont pas pensées, elles ne sont pas outillées pour penser cette question de long terme, pour penser la question environnementale. Et donc, c'est comme ça que je me suis engagée dans Démocratie ouverte d'abord, qui est un collectif qui rassemble des citoyens, des chercheurs, des innovateurs démocratiques. Et puis, quand les Gilets jaunes ont émergé, j'ai contribué à rassembler des Gilets jaunes, des militants écolos et des acteurs de l'innovation démocratique qu'on portait ensemble, ce qui est devenu par la suite la Convention citoyenne pour le climat, où j'étais récemment du coup au comité de gouvernance pendant toute la Convention. Bon, donc on a la jambe économie sociale et solidaire, la jambe climatique et tout ça pour une justice sociale un petit peu. Je vous fais une synthèse rapide, quoi. Et de là naît récemment, enfin début d'année, l'idée de lancer une primaire populaire qui va offrir la possibilité aux gens qui le souhaitent, et on reviendra là-dessus pour savoir si c'est bien juste ce que je dis, de parrainer des candidats via une plateforme dédiée entre le 11 juillet, donc ça a commencé il n'y a pas très longtemps, et ça se terminera le 11 octobre, donc il y a 3 mois pour choisir parmi plusieurs candidats. Le but étant à la fin d'avoir 5 femmes et 5 hommes, tous plutôt ancrés à gauche, on le verra aussi tout à l'heure dans le détail, et de pouvoir choisir quel sera le candidat, apporter un programme dont vous avez défini un socle commun qui est composé de 10 mesures de rupture. Pareil, on va en reparler, et le choix du candidat qui s'engagera à porter ce programme, ce socle commun, se fera plutôt en novembre, si ma mémoire est bonne. Donc, pour les contours, on est bon. Est-ce que, du coup, vous pouvez présenter peut-être, vous, la primaire populaire, avec vos mots, l'objectif, l'origine, les objectifs? L'origine, elle est simple, hein, c'est un ras-le-bol de la manière dont la politique traditionnelle se fait aujourd'hui. Et finalement, l'impression de se prendre toujours le mur du politique, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit militant, qu'on soit simple citoyen, qu'on ait juste envie d'avoir une retraite convenable, d'avoir une vie digne. J'ai l'impression qu'il y a à chaque fois un truc qui bloque, qui est la question politique. Et donc, l'envie d'arrêter de laisser les partis politiques seuls décider pour nous, finalement, qui sera le ou la gagnante de cette élection, avec en plus un scénario qui nous est donné aujourd'hui, qui est un scénario uniquement avec Macron et Le Pen dans une espèce de match second tour, qui nous donne pas très envie. On croit être nombreux à ne pas avoir envie de ça. Et donc l'idée, elle était simple, c'était de permettre
de faire émerger une candidature de rassemblement autour d'un projet de justice sociale, de renouveau démocratique et profondément d'une vraie transition écologique assez radicale. Et donc, la manière dont on a pensé ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à être ni dans un truc complètement citoyenniste qui n'a aucun impact sur la politique traditionnelle, ni dans un truc complètement verrouillé par les partis politiques où c'est eux qui décident tout. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé les 3 étapes que tu as décrites. Le socle commun d'abord, pour nous, c'est important de partir des idées, des propositions qui vont changer une fine nos vies. La deuxième étape, c'est en effet de permettre aux citoyens de dire qui sont les candidats qui peuvent le mieux incarner ce projet de société. Que ce soit des gens de la politique traditionnelle ou que ce soit des gens issus de la société civile. Donc, chacun pourra proposer des noms et parrainer celles et ceux qui trouvent les plus pertinents pour participer à la phase finale, la 3e étape de vote en novembre, pour sélectionner celle ou celui qui aura son nom sur le bulletin à la fin. Mais attention, c'est pas que ça. C'est un système de vote au jugement majoritaire et qui permet aussi de réinventer la démocratie. C'est pour ça que je parlais du ras-le-bol et je finis par ça. C'est que ce système de vote qui permet aux gens d'arrêter de voter pour le moins pire, ou de voter contre, ou de voter utile, et de enfin pouvoir donner son avis et avoir un vote d'adhésion sur les 10 candidats qui sont en liste, 5 hommes, 5 femmes. Est-ce que chacun pourra donner une mention, candidat 1, excellent, candidat 2, à rejeter, candidat 3, passable, et 7 mentions en tout. Et ça permet également d'avoir plus facilement le vrai rapport de force, et donc de construire une équipe finalement autour de celui ou celle qui gagnera cette primaire populaire. Et donc, c'est comment on a une candidature de rassemblement, comment on a un élan populaire et comment on a un embryon d'équipe en vue de 2022. L'objectif numéro 1, c'est quand même le programme, c'est faire passer vos idées, en tout cas ce qui est le socle pour une transition écologique et solidaire réussie. Et derrière, et ça c'est pas gagné, c'est comment on arrive à mettre d'accord les candidatures qui sont déjà déclarées, puis celles à venir plutôt à gauche. Moi, je dirais l'objectif unique. L'objectif unique, c'est de faire gagner la triple transition sociale, écologique et démocratique en 2022. Ça, c'est l'objectif du projet. C'est qu'on arrive à avoir au gouvernement, à l'Élysée, quelqu'un ou quelqu'une qui est au cœur de son dispositif pour de vrai, des vraies mesures qui changent notre vie quand on parle de l'égalité et de la justice sociale, quand on parle de rester en dessous des 1,5 degré et quand on parle du pouvoir de la société. Ça, c'est l'objectif. Mais le moyen pour y parvenir, et c'est un moyen qu'on a choisi aujourd'hui, qui est celui de la primaire populaire et qui est hybride, c'est celui d'être à la fois dans le jeu partisan pour intégrer les candidatures qui déclarent vouloir cette transition, de leur dire venez participer à un rassemblement pour une candidature gagnante, mais c'est aussi d'aller du côté de la société civile avec les citoyens dans un mouvement qui dépasse très largement la gauche. Alors on peut dire quand on regarde les candidats qui sont plébiscités, ça ressemble à la gauche. Oui, mais il y a quand même des contre-indications. Des gens comme Montebourg qui sont sur la plateforme, ils disent moi je ne sais pas si je suis de gauche ou de droite. Aujourd'hui tout ça s'est dépassé. Gaël Giraud, on ne sait pas ce qu'il en pense. Les gens qui soutiennent ce processus et qui signent, on a dans nos statistiques beaucoup de personnes qui disent ne pas avoir voté depuis 2-3 élections parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans le clivage actuel. On pense que ça inclut une partie de ce que fut la gauche ou les écolos, ça c'est clair, mais ça dépasse de loin la gauche et les écolos. Et notre but, c'est de créer cette dynamique pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Ce résultat, ça passe par le fait que les candidatures déclarées, il faut qu'on les fasse rentrer dans le processus. Mais il faut qu'on en sorte. C'est pour ça qu'on est un peu sur une hybridation entre, Mathilde l'a un peu dit, sur ni citoyenniste, ni partidaire pur. On a une hybridation entre une primaire américaine, parce qu'on a une très grosse base de votants, on vise 2 millions de votants le 18 novembre, une primaire de type PS, parce qu'on prend les candidats déjà existants dans le jeu, qui eux sont plutôt de gauche, effectivement, et une primaire comme la primaire.org, où c'est les gens qui décident et qui peuvent apporter leur nom. Cette hybridation entre primaire.org, primaire PS, enfin primaire de gauche qu'on avait connue, et primaire américaine, ça fait la primaire populaire, c'est-à-dire un processus qui permet d'avoir une candidature qui peut gagner en 2022. Du coup, ça veut dire, j'entends et je découvre un peu que c'est assez ouvert sur les candidatures possibles, mais il y a quand même ce socle qui reste la base programmatique, qui a en plus, si je ne me trompe pas, été travaillé avec des partis, des associations et des mouvements plutôt de gauche. Enfin, mais mettons de gauche de côté, c'est pas très important. Comment est-ce que vous avez justement travaillé ces 10 mesures de rupture, Mathilde ? Peut-être, oui, le socle, il a été construit sur la base d'abord des mouvements sociaux de ces dernières années. Gilets jaunes, mouvement climat, féministes, antiracistes. On est parti des propositions de ce que revendiquent les gens sur le terrain. La deuxième chose, et donc
je ne sais pas si on peut dire que les Gilets jaunes sont de droite ou de gauche, les féministes sont de droite ou de gauche. C'est pour ça que nous, cette terminologie, elle ne nous parle pas du personnel. Il y en a dans le collectif qui se parle, hein, on est assez divisés sur cette question. Il y en a qui considèrent que le mot gauche a encore un sens, qu'il faut le pousser à fond, d'autres à qui ça ne parle pas. Je crois que 70% des citoyens, ça ne se trouve pas. Nous, ce qu'on veut, c'est reprendre les revendications bien du terrain. Et de tous ceux qui sont pour les justices. Donc, les mouvements sociaux ont été la page du socle commun, ainsi que les organisations de la société civile. On a regardé notamment ce que proposaient toutes les organisations du pacte du pouvoir de vivre, qui rassemblent de la Fondation Nicolas Hulot jusqu'à la CFDT, mais aussi de la coalition Plus Jamais Ça, qui rassemble de Greenpeace jusqu'à la CGT, en passant par d'autres organisations comme Oxfam, qui sont parfois dans les deux. Et donc on a fait tout un comparatif finalement de toutes les propositions qui étaient portées par les mouvements sociaux, par les acteurs de la société civile, en se disant, en fait, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux aujourd'hui qui savent ce dont a besoin et ce dont ont besoin, et en regardant aussi ce qui avait émergé du vrai débat des Gilets jaunes, du grand débat pour ceux qui avaient participé au grand débat qui avait été organisé par Emmanuel Macron. Et on en a fait une sorte de synthèse des 10 mesures qui reviennent le plus souvent finalement. Et ces 10 mesures, on les a passées aux partis politiques qui nous semblaient compatibles avec cette ligne pour leur demander une seule chose, ils n'avaient pas de pouvoir de décision, ils sont dans un rôle de consultation dans le processus, qui est est-ce que oui ou non, vous apposez une sorte de label de compatibilité avec votre ligne politique. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on a non seulement demandé aux partis, mais aussi aux potentiels candidats qui portent des questions d'écologie, de justice sociale, de renouveau démocratique, pour être sûr que si on les met sur la plateforme dans ce jeu, ils ne puissent pas nous dire non, en fait, je ne suis pas compatible avec le socle. En fait, on soit sûr qu'il y a une compatibilité dans ce jeu. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est choisir et faire gagner la personne et l'équipe autour qui est la plus à même, sur la base de ce programme, de gagner en 2020. Et éviter qu'il y ait 4, 5, 6 candidatures qui, on est sur de perdre. Sachant que l'objectif, une des mesures de rupture, c'est d'aller plutôt vers une 6e République derrière. Donc c'est la dernière fois que vous nous demandez cet effort de choisir une personne qui incarnerait celui ou celle qui va nous sortir de là. Qui peut parrainer les candidats sur la plateforme? Juste sur ce que vous disiez pour la 6e, attention, s'il y a une vraie 6e, elle sera construite et coécrite par les citoyennes et citoyens, donc on ne peut pas présager de ce qu'ils vont mettre dedans. Il y a fort à parier que la monarchie présidentielle soit en ligne de mire dans ce qu'il faille arrêter, mais peut-être qu'il y aura encore une présidentielle après, ça on ne sait pas, mais même si on est plusieurs à souhaiter ce que ça change. Mais voilà, c'était pour rappeler que dans le socle, c'est une convention pour le renouveau démocratique, c'est-à-dire que les gens vont répondre à des questions qu'on leur pose sur l'état de la démocratie en France, qui est dysfonctionnelle à beaucoup d'égards, on le sait. Qui peut parrainer? Tout le monde peut parrainer, il faut être doté d'un adresse mail et d'un numéro français quand même, et donc ça c'est les deux conditions, parce qu'il y a une double vérification pour des questions de sécurité. Mais ensuite, n'importe qui peut créer son compte, et ensuite, une fois que le compte est créé, tu peux choisir parmi les candidats existants. Aujourd'hui, ils sont 12, ils vont bientôt être 13, 14, 15. Et tu peux aussi proposer des nouvelles personnes. Et si la personne est proposée 500 fois, on la fait monter sur la plateforme. Tu peux aussi te reconnecter plusieurs semaines après ton parrainage pour modifier ton parrainage ou pour parrainer des nouvelles personnes. Une fois que tu as un compte, c'est comme un intranet sur la plateforme de la primaire populaire. Aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui ont ce compte intranet créé, qui sont en train de participer à cette dynamique. Et on espère que d'ici la fin de l'été, on est 25 000, on sera 4 fois plus, qu'on sera 100 000 avant la fin des vacances seulement sur les parrainages et 300 000 sur la dynamique globale. Et la seule condition en plus de ce que disait Sam, c'est quand même de se reconnaître dans l'esprit du socle commun qui a été écrit. Ça, c'est une chose qui est importante. C'est déclaratif, évidemment, comme pour toutes les primaires de manière arithmétique. Mais c'est important pour nous parce que tout le processus est pensé pour faire gagner des propositions. Finalement, presque, c'est secondaire qui le porte. Ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce qu'on porte au pouvoir. Et c'est avant tout des valeurs et des politiques. Deux petites questions sur les parrainages. La première, c'est qu'il me semble que c'est ouvert aux personnes à partir de 16 ans, alors que le vote traditionnel, c'est plutôt 18 ans. Donc, il y a une question là-dessus. Et la seconde, c'est il y a une haute autorité qui est un peu garante de la transparence et de la bonne réception des parrainages et le garant anti-fraude, si je puis dire. La haute autorité de la primaire, elle est composée de 15 juristes, avocats, professeurs de droit, et elle assure l'intégrité du vote, l'authenticité du vote, la sincérité et le respect des règles d'un point de vue juridique. Donc, ce n'est pas une autorité politique
qui filtre les candidatures. Elle vérifie que les 500 parrainages sont des vrais parrainages, qu'il n'y a pas de tricherie, qu'il y a un traitement équitable dans la communication de la primaire. Et c'est surtout elle qui sera chargée à la fin de dépouiller les 10 candidatures qui sont éligibles, admissibles, mais aussi de dépouiller le vote dans les 10 000 bureaux de vote qu'on va organiser autour du 18 novembre pour le vrai scrutin. Ça, c'est la haute autorité de la primaire. Sur le fait de voter à 16 ans, merci de le rappeler, c'est vrai, parce que c'est une cohérence en fait pour nous à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le droit de vote à 16 ans fait partie des questions qu'on pose dans le socle commun pour la Convention du renouveau démocratique, et donc du coup qui est quelque chose à laquelle le socle est plutôt favorable, bienveillant. C'est une mobilisation qui est beaucoup tenue en ce moment par des mouvements de jeunes et mouvements de jeunesse que défendent le droit de vote à 16 ans. Donc pour nous, c'est cohérent que d'expérimenter parce qu'on le défend, on fait advenir ce qu'on veut voir. Mais l'autre chose aussi qui est cohérente, c'est que on sait aujourd'hui que la politique va avoir des conséquences dans les décisions qui sont prises, qui sont extrêmement longues dans la vie des plus jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils vont vivre 50 ans, 60 ans, parfois 70 ans avec les décisions qui sont prises. On voit que les mineurs anglais, qui sont très majoritairement pour l'Union européenne, eh ben, ont subi dans le Brexit une décision dont ils vont souffrir beaucoup plus longtemps que les personnes âgées qui ont majoritairement voté pour le Brexit. Donc nous, on veut être cohérent aussi là-dessus. Aujourd'hui, les décisions qui sont prises, elles vont influencer la vie de nos enfants, voire nos petits-enfants, alors qu'on a à peine 30 ans. Et c'est en cohérence que d'ouvrir dès que possible à des citoyennes et des citoyens qui aujourd'hui ont les moyens d'avoir une conscience politique à 16 ans que de leur permettre de voter tout de suite. Vous avez lancé la possibilité de parrainer il y a une dizaine de jours, ça court encore sur presque 3 mois. Il y a 60 000 inscrits sur la plateforme, je crois, à date. Votre objectif, c'est 2 millions. Alors déjà, c'est quoi votre regard là-dessus? C'est bien, ça démarre bien, 60 000, vous espériez mieux, et puis surtout, comment vous faites pour atteindre les 2 millions? Et puis soyons fous, encore plus 2 millions, on l'espère, franchement. Mathilde? Alors, notre objectif sur la première étape de parrainage dans laquelle on est entré à partir du dimanche 11 juillet, c'est d'arriver à la fin des parrainages au 11 octobre à 300 000 personnes. Pourquoi 300 000? C'est qu'aujourd'hui, la personne qui a le plus de capacité de mobilisation, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a environ 200 000, 220 000 personnes qui soutiennent sa candidature officiellement sur la plateforme Je vote pour. Donc 300 000, c'est en gros, l'objectif, c'est d'être les plus puissants en termes de capacité de mobilisation. Et donc, s'imposer finalement dans le jeu comme un acteur qu'on ne peut pas regarder en disant où les gentils citoyens, on s'en fiche complètement, mais un acteur qui devient crédible parce qu'avec un certain rapport de force. On sait que les politiques, malheureusement, c'est un certain cynisme, mais ça fonctionne comme ça. Le deuxième objectif, il est d'atteindre, en effet, au moins 2 millions au mois de novembre. Ça, c'est pas nous, à notre seule force de mobilisation, qu'allons le faire. C'est à partir du moment où on a des candidats qui sont crédibles, avec une vraie diversité, on aura de manière mécanique, j'ai envie de dire, par la propre mobilisation des candidats eux-mêmes pour le vote, 2 millions assez facilement. Quand on regarde les autres primaires, on voit que ça peut même aller beaucoup plus haut que ça. Comment ça démarre? Nous, le diagnostic qu'on fait aujourd'hui, c'est que on est dans une phase où aujourd'hui, les gens n'ont pas du tout la tête à 2022. Ils pensent à Covid, vaccin, est-ce que je vais me faire virer de mon boulot, chômage à la rentrée ou pas, vacances, etc. etc. On a décidé de lancer le processus dès maintenant parce que pour le coup, le temps politique, il est maintenant. Et donc, on est plutôt content de ce lancement dans le sens où on est visible par tous les acteurs politiques qu'on cherche à toucher. Il y en a qu'on embête même. Il y en a qui sont contents de ce qu'on fait. Et donc, ça, c'était pour nous une étape importante de rentrer dans ce temps politique qui est avant l'été. Mais le temps des gens, ça veut dire le temps de la vraie mobilisation et de la communication très grand public pour nous, il sera en septembre à la rentrée, quand les gens auront un peu plus la tête après quelques vacances, de parler de la présidentielle. Et donc, la charge à nous de réunir les 300 000 personnes d'ici la mi-octobre. Alors, je vais poser une ou deux questions un peu politico-politiques, mais parce que les gens qui vont aller sur la plateforme, on espère qu'il y en a des millions qui vont y aller après avoir vu l'interview des Pandarous, ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui sont des candidats pas déclarés, qu'il y a des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui est déclaré mais de son côté, qu'il y en a qui sont déclarés comme Delphine Batho qui ne sont pas dessus. Qui sont les personnes qu'on retrouve là et quand est-ce qu'on va retrouver celles qui sont manquantes, si je puis dire, Samuel? Alors, les règles, elles sont assez transparentes. Quand on a lancé la plateforme, il y avait 12 personnes sur la plateforme qui sont arrivées sur la plateforme par 2 canaux différents. Le premier canal, c'est d'avoir co-rédigé le socle commun. Et ça concerne 9 candidats et candidates. Vous allez tout de suite les identifier, mais je peux les donner. C'était Hidalgo, Montebourg, Larouturou, Filoche, Jadot, Piolle-Rousseau, Roussel et Mélenchon. Ça, c'est les 9 qui ont co-rédigé le socle commun. L'autre canal pour rejoindre la plateforme à son lancement, c'était d'avoir déjà été suggéré plus de 500 fois par les citoyennes et citoyens qui avaient signé
l'appel de la primaire populaire. Et ça concerne 3 autres candidats et candidates qui sont Taubira, Ruffin et Gaël Giraud, auxquels vont s'ajouter maintenant d'autres personnes qui vont aussi obtenir bientôt les 500 parrainages. Sur le cas concret de personnes qui sont candidats et qui ne sont pas sur la plateforme comme Philippe Poutou, par exemple, c'est parce qu'il n'a pas été impliqué sur le socle commun du fait que sa position à l'extrême gauche le place souvent en dehors de l'arc, mais en même temps, s'il nous contredit et que lui est plébiscité et que le Conseil d'orientation considère qu'il est compatible avec le socle, il pourra apparaître, ça ce ne sera pas un problème. Et Delphine Batho, c'est la même chose. Elle n'a pas contribué à la rédaction du socle commun. Elle a souhaité plutôt être en retrait à cette période. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas encore sur la plateforme. Mais si elle est plébiscitée 500 fois et que le Conseil d'orientation de la primaire, qui est composé des orgas qui ont initié la primaire, dit pour nous, Delphine Batho est compatible avec le socle commun, elle apparaîtra. Donc, ça, c'est l'histoire de où on vient et vers où on va. Sur les personnes qui disent qu'elles n'ont jamais fait, qu'elles ne feront jamais la primaire et qu'elles refusent ça, comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, on a envie de leur dire ne fermez aucune porte, attendez le 11 octobre. Le 11 octobre, on aura un top 5 masculin, un top 5 féminin. On donnera le droit à celles et ceux qui auront été plébiscités de se prononcer. Ils pourront répondre oui ou non. Si c'est non, on en prendra acte qu'ils ne seront pas sur le bulletin de vote. Si c'est oui, on discutera de comment est-ce qu'on fait équipe et comment est-ce qu'on construit ensemble un contrat de législature, un contrat de respect, etc. Et comment est-ce qu'on fait un mois de campagne avant le scrutin. Je vais peut-être ajouter une chose, c'est que une campagne, c'est une dynamique et on sait qu'aujourd'hui, on est très lucide sur le fait que la plupart des candidats qui sont sur la plateforme aujourd'hui ne sont ou ne devraient pas être très contents d'y être. Parce qu'aujourd'hui, dans la course à l'élection présidentielle, ils ont plutôt tous intérêt à exister, comme veut la forme, à exister jusqu'à la fin septembre, début octobre, au moment où on aura finalement à plat les candidats choisis par les partis politiques. Pourquoi cette date-là? Parce qu'il y a la primaire des écologistes qui a lieu à la fin du mois de septembre et qu'a priori le PS a prévu dans la foulée d'annoncer la candidature de sa ou de son candidat à l'élection présidentielle. Et les filles, le PCF et quelques autres l'ont déjà fait. Et donc on aura finalement l'ensemble des candidats venus des partis politiques. Ce qu'on propose nous, la primaire populaire, c'est d'être le réceptacle de toutes ces candidatures. Parce qu'une fois qu'on les aura, ces 4, 5, 6 candidatures, ils vont se regarder en chaîne de séance et se dire bon, on est trop nombreux pour réussir à gagner, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est là où nous on arrive en disant en fait on a un process, c'est marrant, vous êtes tous dedans, il y a un moment on a un process pour départager et en plus c'est les citoyens qui ont eu la main, qui ont pu proposer d'autres candidats parce qu'ils en ont un peu marre d'avoir toujours les mêmes têtes, ils ont envie d'avoir un peu de renouveau sur la manière dont on fait la politique, donc venez participer. Donc on est dans quelque chose d'une certaine lucidité de aujourd'hui il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui sont a priori, enfin, qui devraient en tout cas ne pas être contents d'y être, mais qui seront a priori contents de nous trouver à la rentrée et à fortiori en octobre. Cette deuxième phase, quand on a les 5 candidates et les 5 candidats, avant de procéder au vote final, qui a 1 ou 2 tours d'ailleurs, c'est une précision que je vous demande, est-ce qu'il y a des débats de prévus? Et vous avez parlé de vote en physique dans des bureaux de vote, je veux bien que vous expliquiez un petit peu comment ça va se fonctionner. Bien sûr. Le maillage territorial, etc. La primaire, elle est en un seul tour. Ça, c'est une des innovations du scrutin, c'est que c'est un seul tour, c'est au jugeant majoritaire sur les 7 mentions dont parlait tout à l'heure Mathilde. Et donc, on votera en une seule fois et ça nous permettra, à l'issue de ce seul tour, de connaître les vrais rapports de force de préférence entre les candidats et candidates et peut-être de constituer une équipe plus facilement parce que ce n'est pas une dynamique hégémonique où le moins pire ou le vote utile écrase les autres. C'est une dynamique où on connaît vraiment le dosage d'opinion et on peut voir qui sont les personnes qui peuvent être très diversifiées entre eux. Regardez aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on n'est qu'au début, mais Taubira et Ruffin, qui sont les deux les plus plébiscités à ce stade, sont quand même assez loin dans l'arc. Ça veut dire qu'on peut avoir de la variété et être capable de faire collaborer des personnes ensemble. Sur le scrutin toujours, c'est un scrutin qui est complètement en ligne, mais on pourra avoir accès en ligne dans des bureaux de vote. Ça veut dire qu'on va organiser 10 000 points de connexion en France, 10 000 bureaux de vote, où il sera possible d'aller voter. Simplement, on sera centralisé sur une seule et unique plateforme où le vote aura lieu, la plateforme du vote, où il sera possible du coup d'exprimer son choix. Pendant 4 jours, c'est une autre particularité, c'est que c'est un vote qui s'étale sur plusieurs journées, du 18 au 21 novembre. Et c'est évidemment une plateforme qui est sécurisée, ça s'appelle NeoVote, et c'est une plateforme qui a été utilisée par l'ensemble des partis politiques et qui est la même d'ailleurs que la primaire EELV. Donc on fait ça sérieusement, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de, à nouveau, le gage de sérieux qu'on a vis-à-vis des acteurs politiques, on essaie de l'avoir aussi vis-à-vis des citoyens pour qu'il n'y ait pas de remise en cause quelconque du processus qui puisse être fait. C'est aussi pour ça qu'on a une haute autorité de la primaire populaire qui peut, en toute indépendance, demain, nous taper sur les doigts d'un candidat qui ne joue pas la règle du jeu. Donc c'était important pour nous d'avoir vraiment un processus qui
peut paraître parfois formel, mais qui garantit finalement une sécurité du vote, qui garantit qu'il n'y a pas de tricherie in fine sur la ligne finale. Débat ou pas débat entre les 10 finalistes? Ah oui, bien sûr. Bah, évidemment, les 10 finalistes, ils vont avoir un mois de campagne dans lequel des débats seront évidemment prévus. On ne sait pas combien, comment et à quelles conditions. Mais débat, c'est important pour essayer de savoir qu'est-ce qui les distingue, notamment sur les sujets qui ne sont pas traités dans le socle, le nucléaire, le productivisme, l'Europe. Donc, de voir comment est-ce qu'ils se complètent, comment est-ce qu'ils se distinguent et que les gens puissent faire un choix en conscience. Mais aussi le travail collaboratif. C'est ça qui est nouveau. C'est de leur faire imaginer quel gouvernement est-ce qu'on compose, quelle majorité à l'Assemblée. Si on gagne, est-ce qu'on fait une majorité hégémonique comme on a toujours fait dans la cinquième, ou est-ce qu'on fait une majorité plurielle, composite, avec différentes tendances? Et c'est l'ensemble soit de ce cartel, soit de ce bloc, si je reprends les sémantiques du passé, quand il y a eu des grandes dynamiques d'union, qui permet d'avoir une majorité plurielle. Et si on perd, est-ce qu'on tente une majorité de cohabitation face à Macron, à Le Pen, pour leur imposer une assemblée, justement, qui représente toutes les sensibilités de l'écologie, du social, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler avec, je sais plus comment tu disais, tu n'as pas dit le top 10, tu as dit le dernier round, tu as utilisé un terme qui vient du sport, et j'ai oublié ce que tu as dit sur les 10 derniers. Le vote sur final. Les 10 derniers, quoi. En tout cas, voilà, il y aura bien sûr les débats, mais aussi du travail collaboratif pour préparer le gouvernement. Alors, rien que pour ça, votre initiative elle est quand même formidable parce qu'enfin, on va pouvoir débattre des sujets qui comptent pour l'avenir. En tout cas, c'est notre avis, nous, chez les Pandarous. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce débat, enfin, comment est-ce que vous faites pour que ce débat ne reste pas entre la gauche écolo, mais que ce soit au vu et au su du plus grand nombre de Françaises et Français, quoi. C'est vraiment l'enjeu. Oui, c'est important pour nous parce que c'est aussi une manière de mettre à l'agenda des débats qui aujourd'hui n'ont pas lieu dans les médias. Parfois, on a cette sensation qu'il y a une déconnexion finalement aussi entre les médias et ce qu'on peut vivre au sein de la population. C'est pas pour dire que les journalistes font mal leur boulot. Je pense qu'il y a un jeu de contraintes aujourd'hui quand on est journaliste qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être aujourd'hui une difficulté des acteurs politiques qui portent ce sujet-là à se faire entendre parce qu'ils sont divisés, parce que finalement, il y a plus un enjeu de base des égaux que de se mettre autour d'une table et de se dire, OK, comment est-ce qu'on défend là, ensemble, nos valeurs, plutôt que de se laisser imposer un débat qui est posé dans les contours et les dessins de l'extrême droite, souvent, quoi, trop souvent. Et je pense qu'on en a tous marre, même si c'est important de parler de sécurité et qu'il faut en parler, d'entendre que ça. Moi, j'avoue, je suis choquée que la question des 50 degrés au Canada, qu'on fait des morts, que les inondations en Allemagne et en Belgique ne soient pas un sujet plus présent dans les débats. Et donc, c'est une charge à nous, finalement, aussi de mettre à l'agenda ces sujets-là qu'on n'entend pas assez. On croise les doigts. Deux dernières questions. C'est comment le ou la candidate est désignée. On roule vers la campagne présidentielle, cette fois la grand format. Comment est-ce que vous vous assurez que votre socle commun il sera bien porté par le ou la candidate? Je suis désolé de cette question, mais il faut que je la pose. Samuel, Mathilde? C'est quasiment impossible de parfaitement s'en assurer. On peut essayer de mettre toutes les chances de notre côté, c'est ce qu'on va faire. On aura des éléments pour peser dans la balance par rapport à ce candidat. On a créé une association autonome et donc du coup c'est nous qui sommes les héritiers de ce processus, de ce mouvement populaire qui sera créé. Et donc on pourra dire aux candidats, aux candidates, attention, on reste derrière toi, mais en même temps il faut que tu sois fidèle à tes engagements. C'est quelque chose qui est possible. Ce qu'on pense aussi, c'est que sans forcément engager ce jeu de contraintes, il y a un engagement moral. Il y a tellement de personnes qui ont déçu, sans vous faire de dessin, ces dernières décennies par rapport à un programme qui n'a pas été tenu, qu'aujourd'hui, les électeurs et les électrices sont de plus en plus intransigeants et ne pardonnent de moins en moins, justement, le fait de changer sa trajectoire. Donc, on espère que cette pression morale des électeurs, qui sont quand même les ultimes arbitres, va rendre incontournable le fait de respecter la parole tenue, de respecter le socle, mais aussi de respecter les résultats de la primaire. Je crois que pour ça, on l'a vu dans toute l'histoire, il n'y a que combien on met pour mettre la pression sur celui ou celle qui est au pouvoir. Le Front populaire, ça n'est que ça. Et donc la question, et c'est pour ça que nous, on met à disposition un dispositif après avoir été plein de scénarios pour se dire comment est-ce qu'on permet de faire émerger une candidature de rassemblement sur un projet écolo, social et démocratique. Maintenant, il ne marchera que si les gens s'en saisissent.
Et donc, plus il y a de gens qui vont sur le site parrainage au pluriel.primairePopulaire.fr, plus on sera nombreux, plus on a de chances, un, d'avoir une candidature de rassemblement, et deux, qu'elle mette véritablement en place ce programme. Donc, j'invite vraiment les unes et les autres qui nous écoutent à aller sur la plateforme de la Primaire Populaire et à parrainer massivement, parce que c'est le nombre qui fait aujourd'hui le pouvoir. Et donc, même si vous êtes sceptique, vous dites « Oh, ça me semble utopiste, je ne crois pas trop au vu des acteurs politiques qu'on a aujourd'hui », qu'est-ce que ça vous coûte? Au pire, ça marche, comme diraient certains acteurs. Institut des futurs souhaitables. Exactement, Mathieu Baudin. Et vous qui avez un petit peu travaillé avec eux, vous les sentez comment, ces candidats? Est-ce que vous les sentez capables de porter sincèrement les mesures? Est-ce qu'ils sont vraiment engagés? Est-ce qu'ils sont capables de mettre les égos de côté? Est-ce que vraiment, cette fois, là, on est en 2022, c'est la dernière station avant le néant, malheureusement. Ils ont conscience de ça? Ils sont prêts à jouer le jeu? C'est très variable d'une personne à l'autre. On ne peut pas faire de généralité. Ce qui est particulier quand on travaille avec les candidats et candidates, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre le fait que nous, on veut créer une dynamique d'équipe, ce que certains et certaines veulent. Hein. Je ne vais pas faire de name dropping là, on est en train de faire un processus de rassemblement, mais en tout cas, je peux te dire qu'il y en a qui ont envie de travailler en équipe, c'est ce qui est positif. C'est la question. Et voilà, donc ça, c'est clair. Et il faut qu'on arrive à faire l'équilibre entre ça et le fait que quand même, dans la culture française aujourd'hui, c'est une réalité avec laquelle on doit composer, qui va évoluer, on espère, dans la décennie qui vient. L'élection présidentielle, c'est un grand moment de rencontre entre une personne et une certaine idée de la nation ou du peuple, et qu'il faut aussi être capable de trouver la bonne incarnation, la bonne personne qui peut porter ça. C'est pour ça qu'on a typiquement, politiquement, des Français au régional qui plébiscitent des partis qui sont complètement différents que les deux personnalités qui sont le plus sondées pour la présidentielle, parce que l'histoire de la figure providentielle de la présidentielle, c'est pas la même histoire que le programme politique qu'on est prêt à défendre pour en bas de chez soi, etc. Donc, il faut qu'on arrive à composer sur ces deux réalités. Il nous faut des personnalités qui ont la conviction d'aller au bout, la force, le fait de se sentir le poids sur les épaules, d'assumer ses responsabilités. Ça, je pense que pour la plupart, ils sont clairement dedans. Mais qui ont aussi l'énergie de la win. Ça dépend de nous, de leur faire comprendre qu'on peut gagner, que ce n'est pas juste un vœu illusoire. Et il faut qu'on tempère tout ça, cette énergie de la win, ce providentialisme, avec le travail d'équipe, la collaboration et le fait qu'on va y arriver parce que on essaie de regrouper des sensibilités variées autour d'un objectif commun. J'ai une toute dernière question. Pardon Mathilde, vas-y. Non, mais ce qui est sûr, c'est que l'envie de gagner et la capacité de gagner, ils ne l'auront pas seuls. C'est vraiment, je pense qu'on a un moment où il faut avoir une pleine conscience du fait que les partis politiques et les acteurs politiques seuls sont trop décrédibilisés pour y arriver. Et donc, il y a un moment, si nous, citoyens, on ne fait pas un pas de côté, on ne donne pas l'envie de gagner et on ne monte pas d'un cran notre engagement, ça ne marchera pas. Et donc, c'est vraiment un appel qu'on fait et qu'on passe, c'est que cette envie de gagner, si nous, on a envie que nos vies changent sur les questions écologiques, sur les questions de justice sociale, sur les questions de renouveau démocratique, c'est maintenant que ça se passe. Et ça, on vous aurait beau dire, on avait dit que ça ne marcherait pas ce truc-là, si ça ne marche pas et qu'on n'a pas de candidature de rassemblement et qu'on a encore Emmanuel Macron ou qu'on a Le Pen ou qu'on n'a rien sur ces questions-là, il ne faudra pas s'en mordre les doigts après. Donc, sans vouloir faire la morale, c'est aussi un truc de... On a tendance à se faire un peu brainwasher de ce qu'on appelle la culture de la loose avec Samuel, c'est-à-dire c'est déjà perdu. En fait, à force sur les questions écolo, de justice sociale, de renouveau démocratique, de dire que c'est déjà perdu, eh ben, on se tire des balles dans le pied et on s'empêche de gagner des batailles qui sont gagnables. Aujourd'hui, 2022, on est dans un moment tellement gazeux politiquement où personne ne sait ce qui va se passer. On ne sait même pas si Emmanuel Macron va se présenter, on ne sait même pas si Zemmour va venir embêter Marine Le Pen, on ne sait pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, comme on ne sait pas, mieux vaut tenter que de rien faire, de rester tranquille dans son canapé à regarder un train passer qu'on aurait peut-être pu saisir. Et puis sur cette idée de créer un élan commun, une force commune, c'est aussi ce dont on aura besoin derrière pour relever les défis auxquels on doit faire face. Donc on a tous à y gagner, à se serrer les coudes. Du coup, la dernière question qu'on a l'habitude de poser chez les pandas, c'est comment est-ce que vous résumeriez la primaire populaire en un tweet ou en une phrase, ou en une image, pas en un candidat? Ah bah attends, je vais te donner mon tweet, je vais le lire. C'est facile. Ouais, c'est facile, mais comme ça, au moins, je suis sûr d'être fidèle à moi-même parce que moi, je réfléchis en même temps. Moi, j'avais écrit quand Libé, ils avaient fait leur petite couve là, 2022, et si ce n'était pas eux, voilà cette couverture, en réaction à cette couve, nous sommes des citoyennes et citoyens engagés pour la justice sociale et climatique.
Nous rêvons d'un projet de société bâti sur l'égalité et l'écologie. Nous ne voulons pas hésiter entre l'extrême argent et l'extrême droite et nous vous proposons une primaire pop pour pouvoir choisir. Pas mal, une primaire pop. Mathilde? Je vais essayer de faire différent de Sam, sinon c'est pas marrant. Je ne sais pas si ça rentre dans les 140 caractères, parce que je n'ai pas écrit le tweet comme Samuel, je ne vais pas tricher, contrairement à Sam. Si vous en avez ras-le-bol de la manière dont la politique traditionnelle se passe, mais que vous avez envie d'avoir des mesures qui sont profondément écolo, où la justice sociale, c'est pas juste un mot prose, et où on a l'impression de vivre dans une vraie démocratie demain, c'est maintenant que ça se passe. Ça se passe aussi de la primairepopulaire.fr, qui est aujourd'hui vue de plus en plus par des militants, par des entrepreneurs, par des intellectuels, par des artistes, par des citoyens de plus en plus nombreux, comme le seul processus qui nous permet d'avoir une candidature de rassemblement autour de ces valeurs. Donc allez-y. Là, tu as explosé le tweet, mais c'est pas grave. Donc, primairepopulaire.fr, c'est ça? Oui, bon, primairepopulaire.fr. Allez voter, ça n'engage à rien, c'est gratuit, ça fait pas mal. Et puis, en plus, votre avis peut compter. Voyons. Pas de bol, ça. Merci Thibaut, merci les Pandarous. Tous les deux. Ciao. À bientôt. Au revoir.